À la ville, sans aucun intermédiaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour nous tous ici, qu'il y ait un contact donc entre le coproducteur et le paysan, ben ça c'est la meilleure des garanties, le meilleur des labels qu'il puisse y avoir. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous allez déguster, en dehors du fromage que vous présentera Jean-Christophe tout à l'heure, vous allez déguster des produits donc, de la Sentinelle bœuf mirandais, qui se déclinent sous le nom nacré de Gascogne. Voilà. Vous avez déjà goûté de la saucisse de veau, du saucisson de bœuf, parce que je vois que les assiettes sont vides. Donc sachez juste que dans la saucisse de veau, on associe du lard de porc noir de Bigorre. Dans le saucisson de bœuf, on associe de la poitrine de porc noir de Bigorre. Et dans l'adobe que vous allez déguster maintenant, on associe du jambon de porc noir de Bigorre et de la ventrèche de porc noir de Bigorre. Voilà, donc vous avez une synergie en Midi-Pyrénées sur 2 sentinelles slow food. Et dans le veau, dans la saucisse, vous avez une troisième synergie avec une troisième sentinelle qui est la poule gasconne. Alors ça, je suis très heureux parce que je pense que pour tout à l'heure, je vais ouvrir les débats. Mais Jean-Christophe, vous me raconterez tout ça. Nos veaux ont une particularité, c'est qu'ils sont finis avec des œufs de poule gasconne. Donc ça peut paraître choquant parce qu'en fait, on donne des protéines un animal pour la finition, mais ça correspond en fait au fait qu'on avait dans notre département, la Mirandaise, une vache de travail à qui on demandait en même temps de faire un petit tous les ans, de produire du lait et en même temps d'être au champ. Donc elle avait une forme d'épuisement qui faisait que vers 2 mois après la mise bas, il y avait une forte baisse de lactation. Donc nos anciens, tout simplement, ils se sont dit dans la cour de ferme comment trouver des protéines pour pouvoir finir nos veaux. Et ils ont trouvé l'œuf de poule. Et sans le savoir, ils faisaient quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avant l'intensification de l'agriculture, il y avait dans nos prairies du lin sauvage. Et le lin sauvage était extrêmement picoré par nos poules. Et le redevient aujourd'hui, puisque c'est dans notre cahier des charges, on réensemence nos prairies. Et dans le nacré de Gascogne, il y a des troupeaux de poules gasconnes. Donc du coup, on retrouve dans le jaune d'œuf de nos poules une concentration d'oméga 3. Assimilable, hein, c'est pas les oméga 3 qui sont vendus dans des tubes. Donc assimilable par le corps humain. Et ces oméga 3, comme on finit les veaux avec, vous le retrouvez sur le gras de couverture de nos veaux. Voilà une manière de produire avec ce qu'il y a sur un territoire et en mettant en valeur ce qu'il y a donc sur nos terres. Voilà, donc bonne dégustation à tous. Je suis désolé, je suis obligé de partir, mais ce fut un grand plaisir. Voilà. Et sachez que si vous le souhaitez, au mois de juillet, la Sentinelle et l'association des éleveurs mirandais relancent une fête qui remonte au Moyen-Âge. C'est la fête de la Madeleine à Montesquieu, qui est un tout petit village, où il y avait, il y a à peine une cinquantaine d'années, un grand marché bovin, où même Espagnols et Italiens venaient acheter des paires de bœufs et de vaches chez nous, parce qu'elle a la particularité, cette Gasconne, d'avoir une force et une puissance au travail. Voilà, donc plein de qualités qu'on remet au goût du jour. Et sachez que l'agriculture horticole chez nous, maraîchère, et la vigne est en train de redemander à l'association des éleveurs de redresser des paires de bœufs et des paires de vaches pour donc la vigne et l'horticulture maraîchère. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des bêtes qui pèsent comme un tracteur de 250 chevaux, qui n'abîment pas le sol, qui ne provoquent pas de ce qu'on appelle la semelle de labour, et donc qui permettent au sol de continuer à vivre au niveau bactérien. Donc plein d'implications intéressantes pour l'agriculture que je qualifierais d'environnementaliste. Voilà. Donc plein de choses que je vous invite à redécouvrir. Alors la fête est en juillet, c'est 22 et 23 juillet. Vous avez des plaquettes ici, vous pourrez le découvrir.
Et je passerai par le président de Convivium Bastille, Bastien, pour essayer de vous faire partager très prochainement, et peut-être à la Madeleine cette année, une invitation à tous les conviviums de France de se retrouver à l'occasion et de s'imprégner un petit peu dans la ruralité, dans le monde paysan. Voilà, c'est l'occasion. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Propre. Ils vinifient leur vin de la façon la plus propre possible, c'est-à-dire sans intrants, ce qu'on appelle des interventions extérieures. C'est-à-dire que toutes les levures utilisées sont dites des levures indigènes. Donc c'est des levures qui sont présentes naturellement dans le chai. Donc c'est pas des poudres qui sont ajoutées dans le vin pour que le vin fermente. Il n'y a aucun ajout d'arôme ou autre. D'arôme déjà. Sur cette cuvée, c'est une cuvée, le millésime 2009 permettait de ne pas ajouter de soufre. Donc ceci, vous buvez justement une cuvée sans soufre. Donc c'est un élevage de 18 mois en barrique. Et ben voilà, 18 mois barrique, Cabernet Franc. Vous avez les tanins que vous avez, comme ce ne sont pas des fûts neufs, ce sont déjà des fûts déjà utilisés, donc c'est vraiment des tanins de fruits et pas des tanins de bois, comme vous pouvez trouver généralement dans le Bordelais, qui eux ont une tradition de vinification en fûts neufs. Et donc les tanins que vous avez, qu'on a un peu aromatisé vanille et autres, ce sont des tanins de bois et pas des tanins de fruits. Là vous avez des tanins de fruits. Voilà. Il manque encore quelques personnes, mais quand tu veux. Merci beaucoup. Alors, je vais parler fort. Alors, je vais vous présenter la tome de ruche. Je suis en train de vous trancher des morceaux de cette tome au lait cru. Alors, comme on est beaucoup et que je suis le seul à couper, parce qu'il n'y a qu'un grand couteau, et je vais présenter la tome en même temps. Alors, là, je vais vous faire déguster. Bon, certains d'entre vous la connaissent parce que beaucoup avaient participé au classement par rang que j'avais réalisé avec Gurvan. C'était pour l'aider. Parce que c'est une tome qui est élaborée en partie aussi avec du lait de la petite bretonne pinoire, qui est sentinelle dans le mouvement. Donc une race qu'on a vu toutes les couleurs dès les années 70, parce que c'est une vache rustique. Les rendements sont très faibles, chaque tresse entre 15 et 20 litres de lait, d'accord, incapable de s'adapter à une agriculture intensive. Donc naturellement, depuis les années 70, c'était une espèce qui était en voie de disparition. Mais quand même assez tôt, vers les années 80, même un petit peu plus tôt, les professionnels se sont dit c'est dommage, parce que c'est une vache qui est bien ancrée dans son terroir, et ça pourrait valoir le coup d'encourager des jeunes producteurs. C'est un fromage qui s'est barré. Et moi je ne suis pas fromager, donc je suis un modeste dégustateur professionnel qui doit couper le fromage en même temps. Voilà, et cette race était quand même intéressante à sauvegarder parce qu'il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. Hein, et puis en plus elle a un œil intelligent cette vache-là, quoi. Bon, les autres aussi, mais bon, elles sont petites, vachement sympas. Moi on a travaillé avec Pascal, mon épouse qui est là. Écoute, non, je vais y aller, c'est gentil. D'accord, ouais, ça serait sympa. En plus c'est du vrai fromage au lait cru, ça c'est... Tu peux y aller. Et donc avec Gurvan, nous avons fabriqué des fromages pendant une semaine, et c'est là où j'ai vraiment... je viens du vin, comme Jean-Luc, hein. Je suis conseiller en sommellerie, mais j'ai été formé, et je vais justement vous proposer une petite méthode pour déguster un fromage. Mais j'ai vraiment découvert... Voilà, j'ai vraiment découvert le métier d'éleveur avec Pascal en bossant avec lui pendant une semaine, où l'idée était déjà dans sa ferme de fermer un peu le clapet au contempteur de la petite bretonne pinoire, parce qu'il faut savoir que la Montbéliarde, c'est une vache qui fait de l'excellent lait, que la Normande aussi, hein, c'est dans les bassins beurriers. Et donc naturellement, dès lors que vous inscrivez dans un autre type d'agriculture, et que vous mettez en valeur une petite vache qui a peu de rendement, naturellement ça ne plaît pas à tout le monde. Et c'est vrai que tant que vous n'avez pas prouvé que la qualité du lait ne pouvait pas se mesurer à la qualité du lait de la Montbéliarde et de la Normande, c'est très difficile de faire boucher les choses. Voilà. Alors là où je peux vous parler de ce fromage, c'est que pendant une semaine, nous sommes allés le fabriquer avec Gurvan. On l'a analysé entre professionnels, on a fait des classements par rang, et une bonne fois pour toutes, on a prouvé que le lait de la petite bretonne pinoire avait des propriétés
allez, on va dire biochimique, biologique, microbiologique, hein, pour ne pas faire trop dans le détail, mais qui n'a pas à rougir devant la Montbéliarde et la Normande. D'accord ? Voilà, donc moi ça me passionnait, puis en plus lui il s'inscrit dans une... Bon, nous, Slow Food, c'est quoi? Je ne vais pas vous dire des choses pour lesquelles vous êtes adhérents, mais c'est avant tout essayer d'aider les producteurs à s'insérer et à être assez pertinents en termes de réflexion pour mettre en place des... Je ne suis pas professionnel, hein, ça se voit tout de suite. Il ne faudra pas monter. Voilà, c'est essayer de mettre en place des concepts, hein, des fermes paysannes. Durvan et Isabelle sont en couple, ils ont 2 enfants, et à bout de 7 ans, ils arrivent à vivre, ils arrivent à vivre de leur travail. D'accord ? Il a fallu attendre 7 ans en fait. Il a fallu attendre 7 ans, se poser les bonnes questions. Quand Gurvan s'est installé, très vite il s'est aperçu qu'il devait faire un petit peu, il devait se poser les questions, quelle est la valeur ajoutée, quoi faire du lait. Parce que malheureusement quand on vend le lait tout seul, on ne gagne pas sa vie avec le lait. Donc l'idée dans une région de non-tradition fromagère, c'était de se dire quoi faire de ce lait. Et il était éleveur fromager. Voilà. Et donc je vais vous faire déguster sa tome. Alors aujourd'hui, il a, concernant les petites bretonnes pinoires, il a entre 20 et 30 bêtes. Et l'ensemble de sa production est diffusé, vendu, pour employer un mot correct, sur les marchés locaux. Voilà. Simplement, ce que j'ai dit à Gurvan, je fais c'est dommage parce que nous on défend ton produit. Est-ce que tu pourrais pas des fois m'en mettre de côté pour qu'on puisse faire découvrir ton travail aux populations plus lointaines. Voilà. Et donc là, nous en avons ramené 6, pas 4. Mais j'en ai 2 qui sont proposés à un fromager affineur, rue Mouffetard, et qui a accepté d'être intelligent dans sa direction d'achat. C'est-à-dire que si à son niveau, il a aussi le droit de vivre, d'être raisonnable au niveau des prix négociés. Le fromage, c'est un monde qui est très spécial, d'accord ? Et il y a beaucoup d'éleveurs fromagers qui décident de tout vendre en direct, ce qui est le cas de Gurvan. Et ce qui n'est pas simple quand on décide de proposer ces fromages à certains fromagers installés dans des grandes villes, c'est que naturellement, il doit toujours vivre décemment de son travail. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'essaye de faire avec beaucoup de temps, mais là, j'ai eu un coup super intelligent, je leur ai dit, écoute, voilà, il est comme toi, il doit gagner sa vie. Si tu es d'accord, est-ce que tu peux pas faire de la valeur sur son produit, quoi ? Et il m'a dit, écoute, on le fait, et je le fais pour tous mes fromages. Donc à Paris, on a quand même la chance d'avoir des super professionnels, qui fait que j'ai 2 tomes qui sont en test rue Mouffetard, pour voir comment le breuvage prend en termes de plaisir. Hein. Voilà, alors c'est une tome au lait cru, pâte pressée, non cuite, affinage 8 semaines. Alors, je crois que j'en ai découpé assez. Ce que je vous propose, avant que Jean-Luc nous parle du vin, vous allez voir, ça va être merveilleux. Un fromage, c'est comme un vin. Ce qui est dommage, c'est de le mettre dans la bouche et de mâcher tout de suite et l'avaler. Hein, parce qu'en clair, que ce soit les fromages, les jambons, les pains, tout produit alimentaire peut se déguster comme un vin. D'accord ? Donc un fromage, c'est comme un vin, il va raconter une histoire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous serez venu chercher votre morceau, c'est simplement déjà de sentir et vous donner une idée des odeurs qu'il a. Une fois que vous l'aurez senti, alors vous pouvez trouver plein d'odeurs, du lacté, d'herbacées, des fruits secs, hein, chacun, c'est très culturel, hein, les odeurs, on a tous notre histoire personnelle, des gens ont été élevés à la campagne, d'autres en ville, hein, donc on a chacun nos images sensorielles, mais déjà ce qui est intéressant dans son fromage là, c'est vous faire une idée de ce qu'il sent, et surtout l'intensité, un peu comme la viande là, je sais pas si vous avez vu, mais quand on a la daube dans la bouche, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Quoi. Et c'est là où quand on a un vin sur les épices, c'est encore grand bordel. Le fromage c'est pareil. Avant de le mâcher, ce qui est intéressant, c'est déjà le prendre en contact, et surtout le mettre entre la langue et le palais. Il y a de la matière grasse, il y a des lipides, et grâce à la chaleur de votre bouche, vous allez pouvoir, comme un bonbon, le laisser fondre. Et pendant qu'il fond, vous respirez, vous inspirez. Et là, comme dans les vins, vous avez l'approche aromatique du fromage. Prise directe, ce sont des odeurs. En rétro-olfaction, pour être un peu technique, pour les gens qui connaissent en vin, c'est des arômes. Et vous allez voir, bon, je vous laisse déguster, mais ce qui est intéressant dans ce fromage au lait cru, donc qui offre une flaveur, c'est l'explosion,
c'est qu'on a des odeurs et des arômes différents. Et du même coup, là on est sur du produit solide, entre guillemets, 70% du plaisir vient de la texture. Et le fait de laisser fondre le fromage dans la bouche pour laisser échapper toutes les molécules qui sont piégées dans la matière grasse, et donc qui, boum, vont taper là pour que vous puissiez sentir ces arômes, le plaisir vient aussi de la texture. Et honnêtement, vous me direz après si vous avez besoin de le mâcher ce fromage. Parce que maintenant, je vais l'avaler, je ne l'ai pas mâché du tout. Si vous voulez le mâcher, vous le mâchez. Et là, on parle de texture de mastication. Et ensuite, vous l'avalez. Alors, à la différence des vins, c'est qu'un fromage, quand vous l'avalez, ça tapisse là. On ne va pas faire de médecine. D'accord ? Mais l'intérêt qu'un fromage, c'est qu'on peut aussi analyser sa longueur en bouche. Alors, vous allez voir que les fromages, ça dure longtemps, 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 longtemps. Et quand Jean-Luc va nous parler du vin, le vin va être bu avec le fromage. Tout ça, ça va tapisser. Et là, on va avoir les arômes du vin, qui est un truc, vous allez voir, génial. Ça participe aussi au plaisir et à la longueur en bouche. Voilà. On peut faire un repas interminable avec un morceau de fromage, un morceau de vin, un bon verre de vin. Donc voilà, est-ce que vous voulez qu'on... Donc voilà, donc je vous propose de respecter ce petit protocole dégustation, texture de contact, texture de déformation lorsqu'on laisse le produit fondre dans la bouche, texture de mastication et texture d'avalement. Alors, c'est notre méthodologie en tant que professionnel, c'est-à-dire que quand des fromagers viennent nous voir pour ce qu'on appelle caractériser leur fromage, entre professionnels, on se doit de respecter ce protocole. Simplement, entre professionnels, on s'est dit c'est dommage de ne pas communiquer cette technique à des consommateurs, parce que là, c'est 100% plaisir. Voilà. Gurmand est sur son marché. Alors, ce que je vous propose, c'est venir pour prendre votre fromage. Un tout petit peu de silence, parce que Gurmand peut nous faire un petit coucou de son marché. Si je dis pas ça, il va me rentrer dedans, qu'il est très costaud. C'est une tome sironnée. Le lait arrive dans la cuve, on le brasse. Surtout, il ne doit pas dépasser 40 degrés, parce qu'au-delà de 40 degrés, il ne s'agit plus d'un fromage au lait cru. Mais en plus, on ne doit pas dépasser 34 degrés, parce que dans ces cas-là, ce ne serait plus une pâte pressée non cuite. Donc lorsqu'on brasse le lait, une fois la traite faite, on doit faire en sorte que ça ne dépasse pas 34 degrés. On met des ferments, et on laisse reposer. Ensuite, on met la présure, et la présure permet de cailler le lait. On va séparer les matières, ça va coaguler le lait, et on aura d'un côté le lactosérum, dans le même cube, on aura le lactosérum et le caillé. On prend une passoire, c'est très manuel, hein, vous voyez, il y a des photos, hein. On l'a fait pendant une semaine, on prend une passoire, et dans des moules dotés de chiffon, on met le caillé. On prend le chiffon, on le tourne, on le presse, on enlève le lactosérum, et une fois qu'on en a fait 50, on ne peut pas en faire plus parce qu'il n'y a pas assez de lait. On met une plaque pendant toute la nuit pour faire en sorte que le lactosérum continue à s'échapper de la tome. Le lendemain, on a du sel de Saint-Hermel, c'est un producteur de sel dans le Morbihan. La tome de Ruisse, j'ai oublié de vous le dire, vous voyez le golfe du Morbihan, vous voyez Vannes, ça fait un croissant comme ça. Ce signaux, c'est là. Le lendemain, vous salez votre fromage et vous la mettez dans la cave d'affinage pendant 8 semaines. Et là, il y a une petite bestiole, un acarien, qui s'appelle le Céron, qui dit comme dirait que voilà du fromage. Et le Céron ne colonise que les fromages, que les laits de qualité. Voilà. Donc cette tome est une tome sironnée. Et cet acarien va coloniser la surface du fromage, va le grignoter, ça fait des échanges biochimiques entre l'oxygène, le lait, la caséine, quoi. Bon, c'est très compliqué, mais ça vous fait vraiment un fromage paysan, goûteux, quoi. Vous direz ce que vous en pensez. Voilà, j'ai la gorge sèche, j'arrête de parler. Voilà, donc là je vous propose de venir chercher ces morceaux de fromage. Et alors attendez, si quand même, et simplement parce que je crois qu'ensuite je suis obligé encore de donner le coup de bouclier. Jean-Luc va vous présenter le vin qu'il se propose. L'oxygène. Et donc vous allez voir sur ce vin qui est aussi, alors le vin blanc par rapport le vin blanc, les raisins blancs par rapport aux raisins rouges, sont des raisins, il n'y a pas d'antioxydants naturels dedans. Donc généralement, c'est vrai que pour stabiliser un vin blanc, on est obligé d'ajouter un petit peu de soufre pour éviter justement ce côté oxydatif. Donc le côté oxydatif que vous allez avoir dans ce vin, et vous allez voir, ça va se décrire par des notes de pommes, poires et de noix.
Je peux même aller dire que vous allez, certaines personnes vont dire « Ah, ça ressemble à du vin de noix ». Non, ça n'en est pas. C'est le côté oxydatif de ce vin-là qui va vous faire penser à un vin de noix. Et donc, c'est vraiment voulu. Donc, il n'y a pas de soufre aussi ajouté dedans. Et c'est grâce à cette cuve béton, donc pendant 10 mois, que l'oxydation est arrivée. C'est pas comme dans les vins du Jura où on laisse totalement le vin s'oxyder sans, alors un terme un peu technique, sans houillage, ça veut dire que d'ajout, parce que le vin pendant l'élevage s'évapore. Si vous mettez du vin dans une barrique, vous le laissez 10 mois, la barrique si elle est pleine, au bout de 10 mois, il y aura un peu du vin qui sera évaporé, parce que là aussi le bois est poreux. Donc le houillage, c'est le fait de rajouter du vin blanc dans la barrique ou dans les cuves, pour éviter justement qu'il y ait trop d'oxygène soit à l'intérieur de la cuve et que le vin évidemment s'oxyde. Là, ce vin il est légèrement oxydé grâce à la cuve béton, mais il est quand même mouillé, c'est-à-dire qu'on en a rajouté dedans pendant l'élevage du vin blanc pour éviter qu'il soit beaucoup trop oxydé, puisqu'on n'a pas ajouté de soufre. Voilà. Juste un dernier mot sur les... donc bah voilà, bah écoute... voilà, donc... Bon, bah, bonjour à tout le monde, je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà. Il fait un soleil magnifique. Voilà, on est sur le retour du marché, effectivement. Et j'espère que vous appréciez bien la dégustation de la tome de Ruiz. Voilà. Bah, c'est gentil parce que c'est un produit qu'on fait bah, effectivement, c'est ma femme qui le fabrique. Hein. Moi, je supervise tout ça derrière, mais c'est un fromage super doux, mais qui est quand même et donc, voilà, c'est gentil de l'apprécier, mais j'espère que vous le présente de façon professionnelle, comme il a l'habitude de le faire. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Non, bah rien, mais je t'avais dit, c'est pas carrément gaélique, parce que... Ah d'accord. Ah d'accord. Là, on a des problèmes de connexion, c'était pas très joli. Non mais voilà, donc c'était juste un petit coucou. Bon écoute, en fait... Bon, bah, alors, simplement... continuez bien, profitez bien, et bon courage et merci encore à tout le monde. Ok, à bientôt. C'est vraiment le chat. Alors, juste un truc pour Durance.